parle de mondialisme, il faut parler de quoi on parle, c'est-à-dire il y a cette dimension politique que vous avez évoquée, qui est la disparition des nations, hein, c'est-à-dire c'est en fait la disparition des États souverains, et de passer à un monde, alors unifié selon la théorie des mondialistes, mais en fait qui détruirait le politique, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait une supra-gouvernance qui détruirait justement les corps politiques et aussi la conflictualité qui fait les rapports entre États, mais aussi en effet un projet religieux, puisque quand on creuse le mondialisme en fait dans son idéologie profonde, c'est un projet en fait qui est profondément en fait raciste, hein, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il voit une élite alors autoproclamée, une élite d'élus, d'initiés, qui régnerait en maître sur l'humanité, avec des humains qui n'auraient pas été remplacés par l'automatisation, par l'IA, etc., qui vivraient en fait en véritable esclaves dans une espèce de dystopie où tout le monde serait surveillé, pucé, tracé. Et quand on creuse encore un petit peu, il y a cette idée fondamentale que, notamment à travers le transhumanisme, on peut changer la nature de l'homme et opérer cette fusion entre l'homme et la machine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de l'avancée du wokisme aujourd'hui ? Oui, alors le wokisme, c'est un aspect de ça. Donc c'est l'idée justement de cette espèce d'égalitarisme forcené, enfin non, plutôt la dictature des minorités. C'est-à-dire que c'est une inversion, c'est-à-dire que normalement c'est la majorité, la culture majoritaire ou même la culture traditionnelle, hein, sans parler de qui impose sa norme sociale, et la minorité qui existe en tant que marge au sein d'une culture majoritaire dominante. Là, avec le wokisme, tout est inversé. C'est la majorité et tout ce qui s'apparente à la tradition qui est ordonné, sommé de se plier aux désirs des minorités. Les Occidentaux s'attendaient donc que la Russie s'écroule, que le régime de Vladimir Poutine s'écroule, mais il n'en est rien. Comment vous expliquez qu'ils se soient à ce point trompés ? Alors je pense qu'il y a eu une véritable arrogance, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu une arrogance de l'Occident, convaincu de sa supériorité, et un Occident qui s'est intoxiqué avec ses propres mensonges. C'est-à-dire qu'ils ont raconté tellement de choses fausses, destinées justement à mobiliser l'opinion publique, à faire croire un état de délabrement de la Russie. Et je pense que les Russes, sachant ça, ont joué aussi sur cette corde-là, en accentuant leur faiblesse, en faisant croire que finalement ils n'étaient pas prêts, ils avaient une société défaillante, un appareil militaro-industriel obsolète, et en fait c'était aussi une stratégie pour sûrement peut-être duper les Occidentaux qui sont tombés dans le panneau. On voit déjà les États-Unis reculer dans cette guerre de proxy contre la Russie. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de s'engager contre l'armée chinoise ? C'est autre chose. Alors c'est autre chose, mais là on partirait du principe qu'on est face à des acteurs qui sont rationnels. C'est-à-dire qu'on a vu que dans le cas de l'Ukraine, c'était la même chose. Ils se sont entêtés alors qu'ils n'avaient en fait aucune chance de l'emporter. Ils ont sacrifié l'Ukraine. Ils ont envoyé des milliards d'armements au point de vider leur propre stock stratégique. Donc on est un peu dans une espèce de fuite en avant. Donc si on était face à des acteurs qui sont dans une stratégie rationnelle, je serais d'accord avec vous. Mais est-ce que là, on n'est pas dans cette stratégie un peu de la terre brûlée, de dire on va jouer jusqu'au bout, puis de toute façon, les gens qui prennent ces décisions, ce ne sont pas eux qui vont mourir à la guerre. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sacrifient à chaque fois leurs pions, et ils ont sacrifié les Ukrainiens. Demain, ils peuvent essayer de sacrifier d'autres pions dans cette guerre avec la Chine, tant que ça ne les impacte pas directement. Et on sait aujourd'hui que les cursus, par exemple, des grands journalistes qu'on retrouve dans les grands médias, notamment anglo-saxons, en fait, sont indissociables des cursus qui sont suivis par les espions ou par les gens des services de renseignement. Donc on voit, en France, il y a la même chose avec Sciences Po. Donc il faut vraiment comprendre ça, que les médias de masse sont une branche de propagande et ils sont utilisés pour faire de l'ingénierie sociale et pour pour manipuler l'opinion publique et l'attirer sur les sujets qui servent le système mondialiste. Donc on est complètement dans un contrôle de l'information, dans une désinformation permanente. Il y a tout un essai à ce sujet dans mon dernier livre. Clairement, c'est un enjeu stratégique. Le contrôle de l'information et des médias est aujourd'hui un enjeu stratégique dans cette guerre indirecte menée à la fois entre les États entre eux et de l'oligarchie mondialiste contre les peuples. Par exemple, ces attaques au couteau, ces attaques terroristes, il faut bien montrer le caractère pervers justement du mondialisme. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est le mondialisme qui, à partir des années 70, a ouvert les frontières, a permis l'arrivée massive de personnes issues de l'émigration ou même de terroristes qui passent entre les mailles du filet, qui met en place le laxisme judiciaire, qui laisse des zones de non-droit s'établir. Et ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est quand on atteint une masse critique, on va mettre en avant
justement les faits divers, les attaques, etc., pour exciter la population, pour créer une espèce, je parlais tout à l'heure de la guerre civile aux États-Unis, en France, on cherche à faire la même chose. Et qui sera le gagnant de ça ? C'est ce que j'expliquais récemment sur les réseaux sociaux, ça sera l'État qui se place toujours en arbitre, et ça sera les mondialistes qui vont pouvoir mettre en place une société de surveillance en disant « Regardez, c'est le chaos qu'on a nous-mêmes créé », et les gens vont demander la mise en place de cette société de surveillance pour se protéger. Donc c'est vraiment la technique du pompier pyromane. Et en faisant ça, en fait, on empêche les gens, on les perturbe, on les distrait et on les empêche de toujours se concentrer sur les vrais responsables des problèmes.